Information, mais je vais passer assez rapidement sur certaines choses. C'est plus pour vous donner une notion de certains aspects de ce qu'est et ce que n'est pas le saké. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le saké japonais et qui viennent ici pour complètement le découvrir? D'accord, très bien, super. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour le salon du saké pour la première fois mais qui connaissent déjà le saké? Ok, super, beaucoup de gens, merci bien. Comment vous avez entendu parler du salon du saké? Par hasard sur Internet. Par hasard sur Internet, c'est magnifique. J'ai des amis qui sont... J'ai vu l'année dernière les venir et puis le thème de donc je suivais. D'accord, super. intérêt. Bon, c'est vrai que pour ça, Internet est assez pratique. Alors, je ne vais pas m'asseoir parce que sinon je vais m'endormir. L'idée, pour moi, c'est déjà de vous faire comprendre que le saké est un produit particulier, un produit à part. On peut le comparer à beaucoup de choses qu'on connaît, le vin, d'autres boissons, la bière, mais une des véritables difficultés à la diffusion, à la connaissance de ce produit, c'est justement qu'il n'existe pas vraiment. Il y a même énormément de problèmes sur le vocabulaire, la traduction du vocabulaire, qui peuvent vous laisser penser que c'est fait comme de la bière ou que c'est fait comme du vin ou autre, mais on va le voir, ce n'est ni du vin ni du saké. Mais j'anticipe un petit peu. Je me suis rendu compte juste avant la conférence que mon plan n'est pas dans le même ordre que la présentation. Oui? Pardon. Je vous en Est-ce que prie. vous pouvez vous présenter? Oui, pardon. Excusez-moi. Donc je m'appelle Sylvain Vette. Je suis alors sur la conférence pour faire venir du monde. J'ai rappelé que j'étais saké samouraï. Qu'est-ce que c'est qu'un saké samouraï? En fait, c'est une distinction qui a été créée par les producteurs de saké eux-mêmes. C'est une culture, on va en parler, qui malheureusement disparaît. Les Japonais boivent de moins en moins de saké. Et heureusement pour nous, parce que ça les a forcés à exporter un produit qui marchait très bien. En France, on a été, ça dépend un peu les âges des uns et des autres, mais maintenant quasiment tout le monde a été nourri aux mangas, aux dessins animés japonais qui sont sortis du pays. Le saké l'a été un petit peu dans certaines conditions, mais c'est seulement maintenant qu'il connaît un succès. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de saké qui sort du Japon en pourcentage par rapport à la production? Est-ce qu'ils exportent 100% de leur production, 50%, 20%? 5%. Non, 5%. Ah ben, vous êtes un grand connaisseur, parce que c'est 5,1 le dernier chiffre qui est sorti. Il y a quelques années, c'était à peine 2%. Pendant des années, j'ai entendu, on était en dessous des 1%. Donc effectivement, il y a une grande marge de projection. Alors je reviens sur mon plan. L'idée, première partie bien sûr, dire ce que c'est, mais ça veut dire souvent dire ce que ça n'est pas, puisqu'il y a beaucoup de confusion. En deuxième partie, qui sera en fait la troisième, désolé pour ça, c'est ce que j'appelle l'art de la sakéification. J'emploie pas les termes de brassage, alors pas de vinification, ça je n'emploie pas, mais j'essaie de développer un vocabulaire qui est spécifique au saké, parce que le saké n'est pas fait comme le vin, le saké n'est pas fait comme la bière, ce n'est pas un alcool fort non plus. La question qui se pose, et c'est ce qui va peut-être vous aider pour les dégustations que vous allez faire aujourd'hui, c'est comment classer les sakés. Il y a beaucoup de sakés différents, rien que sur le salon on en a plusieurs centaines, il y en a plusieurs dizaines de milliers au Japon. Comment on s'y fait pour s'y retrouver un petit peu, et avant de goûter, avoir une petite idée de tiens, je vais aller vers tel produit. Donc ça peut paraître une taxonomie un peu rébarbative, mais en fait c'est très amusant et ça permet vraiment de comprendre comment le saké fonctionne. Et après bien sûr comment le servir. Là vous avez de la chance s'il vous est servi, mais si vous avez envie de ramener une bouteille à la maison, il y a un certain nombre d'exposants qui en vendent, quelles sont les différentes options qui se proposent à vous. Alors, un rappel, hein, est-ce que vous êtes conscient que le principal écueil à la découverte du saké, c'est l'image fausse, en premier par l'abus du mot saké pour tout un tas de boissons qui n'en sont pas. Le développement du saké a été beaucoup lié et continue à être au succès du sushi. Un peu partout dans le monde, mais beaucoup de restaurants de sushi ne sont pas forcément tenus par des Japonais, et dans ces restaurants souvent plutôt tenus par des Asiatiques d'autres pays, Chine, Corée, Vietnam, on vous offre un digestif en fin de repas, on appelle ça saké. Le mot saké veut dire alcool au Japon, donc le vin c'est du saké, le whisky c'est du saké, le saké c'est du saké, mais c'est pas très, très spécifique, donc ce terme englobant, il est trompeur et abusé
de manière qui porte des conséquences. Hein. Alors bien sûr, souvent l'image qu'on a, c'est un alcool fort, un digestif, pour pas dire un torboyau, servi dans un petit verre, souvent coquin, avec une petite image. Je pense que vous avez déjà expérimenté ça dans certains restaurants. Non, au contraire, le saké n'est pas un spiritueux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une erreur sur le mot, mais il y a une erreur sur la nature du produit. Est-ce que, alors là, on est plus ou moins conscient des différents types de boissons alcooliques qui existent, mais en fait, vous avez quand même deux grandes familles. Vous avez les boissons simplement fermentées, par exemple le vin. Alors ça c'est facile. Autre exemple, la bière. Autre exemple, il y a des Bretons. Le cidre. Ouais, non, l'hydromel, le cidre, le poiret, etc. Hein. Alors qu'un spiritueux, c'est un alcool qui est bien sûr obtenu par fermentation, mais dont on va augmenter la quantité d'alcool par un phénomène de distillation. Hein. On va à la fois concentrer des goûts, des saveurs, mais l'eau va s'évaporer et donc le taux d'alcool va remonter. Donc ces deux grandes familles sont différentes. Le saké appartient à la première, la famille des boissons fermentées, la bière, le vin, et le saké. Alors, on pourrait citer le cidre, l'hydromel. Bon, je suis à moitié breton, donc un peu pas chauvin, mais avec quelques réflexes. Donc dans ces trois grandes familles, il y a des véritables différences de culture, différences de goût, différences d'image aussi. Hein, au centre, bien sûr, je pense que c'est assez caractéristique. Bon, bien sûr, il n'y a pas que le vin rouge, mais il y en a d'autres. Le houblon pour la bière. Et le saké quand même servi dans des petits ustensiles en céramique. Ça, c'est une vraie tradition. Qui est moins usité en France parce que dans les restaurants, bien sûr, on a des verres et puis on adapte à nos usages. Nous-mêmes, au Salon du Saké, on sert ça. Certaines années, on fait fabriquer des petites céramiques au Japon. C'est une autre manière de le consommer. C'est très différent. Mais pour autant, le saké n'est pas une bière. Alors, le terme de brasserie de saké, par exemple, ça fait des années, ça fait 10 ans, peut-être 12, 15, que je dis que c'est une aberration. Alors, après, il faut s'entendre sur les termes. Fondamentalement, on dit oui, mais finalement, c'est une fermentation alcoolique, donc on peut dire du brassage. Dans ce cas-là, il faut dire que le vin est brassé. Si votre définition de la brasserie, c'est un endroit où on produit de l'alcool par fermentation, et ben dans ce cas-là, le vin, et que vous allez au bout de la logique, c'est pas forcément super pratique ou ça peut tromper haute, mais donc c'est pas arrêter les mots bien sûr et le vocabulaire évolue. Mais quand on dit que le saké est brassé ou quand on parle de brasserie, la première conséquence que j'ai remarquée depuis des années, c'est que les gens se disent ah oui, je sais comment c'est fait, c'est brassé. Les gens la plupart du temps ne savent pas comment on fait la bière. Hein. Moi le premier, je suis pas un spécialiste de la bière, mais du coup ils ont l'impression d'avoir une réponse. Et en fait, ils ne sont pas conscients qu'ils ne connaissent pas la réponse. Je pense qu'il est plus intéressant de se dire bah, le saké il est sakéifié. Ah bah oui, mais ça veut dire quoi? Ah, donc c'est pas brassé, c'est pas vinifié. Et du coup, ça ouvre la discussion plutôt que de la refermer. Et j'ai volontairement pris visuellement, vous voyez la mousse de la bière et vous avez certains sakés qui peuvent être plus ou moins pétillants avec des aspects troubles. Donc le saké n'est pas que toujours un liquide transparent, translucide, comme de l'eau, comme il est à droite. Bon. Ce n'est pas un vin non plus. Alors il y a des gens... Les termes anglo-saxons, la plupart du vocabulaire utilisé en France pour décrire le saké vient non pas de traduction du japonais, mais vient de traduction de l'anglais. Donc le japonais a été traduit en anglais, puis l'anglais en français. Hein, en anglais, on dit to brew, le terme brasser, mais en fait, on le dit, il y a des anglophones ici, on dit a brew of tea. A brew of coffee. Donc, est-ce qu'on va vous parler d'un brassin de café ou un brassin de thé en France? Les mots, c'est pas parce qu'il y a la traduction dans le dictionnaire qu'ils ont tous le même sens. Et le mot to brew est beaucoup plus large, donc il peut englober la production du saké. Mais le mot en français, brasserie par exemple, il a différents sens, mais quand même, culturellement, historiquement, il a des champs lexicaux plus refermés, plus concentrés sur, par exemple, la bière ou des expressions communes, brasser. Alors l'origine, c'est pas le bras, mais quand on brasse du vent, on bouge dans tous les sens. J'ai jamais vu un producteur de saké touiller sa cuve avec ses bras, ça n'existe pas. Enfin, sauf quand il tombe dedans, mais généralement, il n'en ressort pas. Alors, il y a des véritables différences entre le vin et le saké. Alors, j'ai rembarqué sur la bière, pardon. Je vous ai dit, mon degré d'attention est un peu... Il ne faut pas avoir peur de me recaler. Mais c'est vrai qu'on compare beaucoup plus le saké au vin.
parce que d'abord c'est notre boisson nationale, c'est ce qu'on connaît. Et puis vous avez un certain nombre de sakés qui sont proches des vins par le nez qu'ils peuvent dégager d'arômes de type fruits, fleurs, sous-bois, épices et autres. Hein. Mais dans les différences, vous avez une différence un petit peu de taux d'alcool. Le saké est généralement entre 14 et 16 degrés. Là où le vin, bon, vous avez des vins à 12, 13, 14 degrés, certains un petit peu plus faibles. Mais des véritables différences, c'est qu'il n'y a pas de tanin, pas du tout dans le saké. En général, il y a toujours des exceptions, un saké n'a pas de contact avec le bois. Même si autrefois on faisait ça dans des tonneaux, parfois dans des jarres en céramique, depuis longtemps on utilise des cuves vitrifiées en métal, et donc il n'y a pas d'impact. Et même quand on a des arômes de bois dans du saké, ce sont des arômes qui sont produits pendant la fermentation. Donc ça c'est une véritable différence avec le vin, où pour les bons vins, généralement le bois, la barrique, le tonneau est très important. Après, une des véritables différences aussi avec le vin, c'est la notion de garde. Un bon vin, en France, on a l'image que ça doit être un vin qu'on va boire au bout de quelques années, 4, 5, plus, qu'on va le garder. Le saké, c'est complètement à l'opposé. En général, attention, il y a toujours des exceptions, mais un saké se boit, il est mis sur le marché par son producteur, et il faut le boire dans l'année. Hein, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a des gens qui le font, ça peut exister, mais si vous voulez le boire comme le producteur l'a pensé, l'a conçu pour vous, il faut le boire dans l'année et le conserver dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, je ne vais pas me détailler toutes ces différences, mais il y a de véritables rapprochements entre le saké et le vin, mais des différences aussi fondamentales qui me laissent à penser que l'expression anglo-saxonne vin de riz est quand même pas tout à fait appropriée. Voilà. De la même, bière de riz, c'est pas non plus approprié. Vous allez voir que c'est ma conclusion de cette partie. Le saké japonais, en fait, c'est une catégorie en soi, et c'est bien ça le problème, c'est que on veut le mettre dans une case qui n'est pas la sienne. Pourquoi? Parce que la case n'existe pas. Vous avez aujourd'hui des gens qui produisent du saké en France, donc peut-être qu'on est en train d'ouvrir la case, vous pouvez aller rencontrer certains en bas, mais on a besoin d'un mot spécifique. Les Japonais disent Nihonshu, Nihon c'est le Japon, hein, on dit Nippon en français parfois. Shu ça veut dire saké, c'est une autre lecture de l'idéogramme, je crois que j'ai un petit pointeur. Voilà, de l'idéogramme chinois, puisque les Japonais ont prêté à leurs grands voisins leur système d'écriture. Donc je dis souvent le Nihonshu, ça veut dire saké japonais. C'est un pléonasme, mais finalement, comme il y a beaucoup de confusion sur la nature du mot saké, rappelez que dans mes articles, souvent dans une interview, je dis non, le véritable saké japonais, il faut aller jusque-là pour être sûr qu'on parle bien du produit dont on est en train de parler. Et nombre de fois où des gens me disent « Ah ouais, j'adore, j'en bois tout le temps, on m'en ramène du... » Et en fait, je découvre à la fin de la conversation qu'ils sont en train de parler d'alcool chinois, de digestif. Voilà. Les ingrédients qui composent le saké. À votre avis? Bon, déjà, il y a un indice. De l'eau. C'est de l'eau. Et un champignon. De l'eau, du riz et un champignon. Alors, on va voir. Déjà, sur l'eau, je dis oui. Et j'ai même mis en premier parce qu'à peu près 80% d'une bouteille de saké, c'est de l'eau. Et la qualité de l'eau est fondamentale. Encore une différence avec le vin. Le vin, on part d'un fruit. Vous avez du jus dans le fruit. Et ce jus permet la fermentation. Le saké, on part de grains. Hein, le riz, là on se rapproche plus de la bière, effectivement, céréales, et il y a un petit peu d'humidité, mais pas suffisamment pour produire un liquide qu'on va pouvoir boire. Donc on doit ajouter de l'eau. La qualité de l'eau, depuis des années, j'étais, je pense, le premier en France à employer cette expression que je lis un petit peu partout maintenant, mais le véritable terroir du saké, en fait, c'est le terroir de l'eau. Là où vous avez une bonne eau, vous avez un bon producteur de saké. Quand la source se tarit, d'ailleurs, souvent le producteur s'en va. Alors que le riz peut se conserver, se transporter dans beaucoup d'endroits. Deuxième ingrédient, bien sûr, le riz. Alors, c'est quoi le troisième? Levure. Alors, des levures, oui. Vous avez beaucoup de micro-organismes qui vont intervenir, plus que dans le vin, parce que le riz, c'est quoi? C'est de l'amidon. L'amidon, c'est une grosse caricature, pardonnez-moi s'il y a des spécialistes, mais c'est une espèce de hyper grosse molécule de différents types de sucre. Et les levures ne peuvent pas les digérer et les transformer en alcool directement. Donc, il faut d'abord casser cet amidon-là. Dans le cadre de la bière, il y a une opération qu'on appelle le maltage, où vous avez des enzymes présents dans la couche externe qui vont, c'est un peu comme des ciseaux, là encore c'est une grosse caricature, c'est pas du tout comme ça que ça marche, mais qui vont couper les grosses molécules, et une fois que vous avez les petites molécules de sucre, les levures vont les consommer, et libérer de l'alcool et du dioxyde de carbone, et de l'énergie aussi. Non, en fait, le troisième ingrédient, parce que c'est une expression que j'entends très souvent au Japon, c'est le savoir-faire.
Pourquoi? Parce que bien sûr les producteurs disent non, moi je fais rien, c'est tous les bienfaits de la nature, mais 10 mêmes producteurs avec des mêmes ingrédients, le même riz, on va dire la même eau ou des eaux similaires, vont faire des sakés extrêmement différents, ou un même producteur sur son lieu de production. En japonais, on dit mizu, kome, waza. Waza étant le savoir-faire. La main de l'homme est quand même fondamentale. En tout cas, pour influer la nature, c'est un peu comme un bateau. Hein, on ne va pas à contre-courant, mais on peut quand même prendre des directions et des chemins très différents. Bon. S'il y avait des choses à retenir, l'image fausse du saké en France, parce qu'une fois qu'on sait que cette image est fausse, on oublie que les autres ne savent pas. Et nombre de professionnels, ou même les journalistes, me disent souvent « Oh, mais c'est bon, maintenant tout le monde sait ». Toutes mes enquêtes, mes rencontres, mes rendez-vous et autres, mes formations, je découvre que même beaucoup de professionnels, jusqu'à 8, 9 sur 10, pensent que c'est un alcool à 40 degrés. Allez dans certaines grandes chaînes de magasins de vin, alors qu'ils vendent du saké japonais, vous leur demandez, et peut-être ils vous diront 40, 50 degrés, avant de regarder sur la bouteille que c'est que 15. Bon. Donc, c'est pas seulement un problème de mots, c'est un problème de nature de produit. Donc, d'un côté, les spiritueux. Alors, quelques spiritueux qu'on peut citer. Whisky, shochu, alors là on est très branché et spécifique sur le Japon. Effectivement, le gin, le rhum, la vodka et toutes les eaux de vie. On a des très bonnes eaux de vie en France. Hein. Donc dans cette famille des boissons fermentées sont un peu des cousins en fait, la bière, le vin, le saké, mais le saké n'est pas une bière. Je suis passé vite là-dessus, on pourrait rentrer dans les détails techniques. Le saké n'est pas vraiment un vin non plus, et pour les Français, quand même, la notion de vin, elle est assez précise. Dans d'autres cultures, elle peut être plus large. Mais le saké est une catégorie en soi. Je dis régulièrement que si la bière est brassée, le vin est vinifié, et ben, il y a un mot en japonais, kamosu. J'ai pas encore dit que le saké était kamosifié, mais je commence à l'employer dans certains articles que j'écris. Je parle de riz kamosifère, par exemple, que je trouve ça complètement juste, du riz à saké. Mais en fait, je dis que le riz est sakéifié, un vin vinifié. Et je le rapproche un petit peu plus du vin que de la bière, pour des raisons un peu culturelles et aussi d'approche pour ouvrir le marché dans les pays francophones. Je vais passer un petit peu, je suis revenu là-dessus. Est-ce que j'aurais oublié un point important? Le taux d'alcool. Là, on est plutôt sur des points un peu communs. C'est pas un alcool fort. Le saké s'apprécie comme le vin avant, après ou pendant le repas. Les températures de service aussi, rapidement à la fin je l'évoquerai, mais comme je suis un peu bavard et que ma montre, voilà, il me reste que 12 minutes, donc j'ai passé plus vite sur le restant, mais on trouve entre 10, 20, 30 000 sakés différents suivant les années. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais voilà, il n'y a pas, si c'était qu'une eau de vie, il n'y aurait pas matière à en faire autant de sortes. Un petit peu l'environnement de production, hein, donc traditionnellement le saké c'est plutôt dans des maisons tout en bois au Japon, mais au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec l'ouverture sur l'Occident, vous avez eu des influences des Pays-Bas, du Portugal, de l'Europe, très souvent dans des pays où il fait froid. Le saké est un produit qui se produit en hiver, pendant la saison la plus froide. Plus il fait froid, meilleur est le saké produit, puisque la vitesse de fermentation, les process de fermentation se contrôlent par la température. Et maintenant, on a l'air conditionné, on peut obtenir les températures qu'on veut, quand on veut, moyennant un coût énergétique et environnemental. Mais le saké a une trop longue tradition, donc ils ont appris à utiliser la nature pour contrôler ces phénomènes. Est-ce qu'on produit du saké partout au Japon? Probablement. Est-ce qu'on produit du vin partout en France? Il y a quand même des régions où on ne produit pas beaucoup de vin. Et vous avez quand même des grandes régions, pour des raisons de climat, aussi pour des raisons historiques, culturelles, le long des fleuves aussi pour pouvoir transporter. Le Japon est divisé en 47 préfectures, ou départements, hein, là c'est encore un problème de traduction. Et bien sûr, ces 47 préfectures, pendant très longtemps, il y en a une qui ne produisait pas de saké. Laquelle à votre avis? Tokyo, faux. C'est un très gros lieu de consommation, il y a forcément des producteurs à Tokyo. Okinawa, je sais pas. Okinawa, très bonne supposition, mais fausse. Parce que c'est très loin, et je l'ai mis là, mais en fait Okinawa, on descend dans la Lune, c'est par là. Et Okinawa, c'est un univers où on produit de l'awamori, voilà une eau de vie locale que j'aime beaucoup d'ailleurs. Non, en fait c'est la préfecture de Kagoshima,
C'est une préfecture, on produit essentiellement du shochu, hein, le Kyushu c'est beaucoup de shochu, surtout la moitié sud. Dans la moitié nord c'est un petit peu plus varié, mais Kagoshima avait zéro producteur de saké. Il y a quelques années, il y en a un producteur de shochu qui s'est mis à faire du saké. Donc maintenant vous avez du saké dans les 47 préfectures. À Okinawa, j'en connais, il y en a qu'un ou deux à produire du saké, ils sont des producteurs de ramen. Un savoir-faire millénaire, hein, plus que millénaire. La recette s'est fixée à peu près entre le 10e et le 12e siècle, la manière de le faire, dans les temples d'ailleurs, puis dans les temples liés à la cour, avant que ça s'ouvre sur d'abord les soldats, les marchands, et puis après vers le 17e, 18e siècle, quand les guerres se sont arrêtées au Japon et qu'on a investi dans la culture, dans les routes, ça s'est libéralisé. Au XXe siècle, il y a de vrais changements technologiques, on commence à comprendre ce qui se passe, changements historiques, changements économiques, qui permettent l'apparition de nouveaux modes de consommation. Et s'il y avait peut-être qu'un mot à retenir, c'est le mot ginjo. Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu? Est-ce que vous savez un petit peu ce que ça veut dire? Par rapport au pourcentage de... C'est le riz qui est poli. Alors techniquement, effectivement, c'est lié à un taux de polissage, mais en fait, ça correspond à un style de saké beaucoup plus aromatique. Que vous avez des sakés un peu traditionnels qui peuvent n'avoir aucun arôme ou avoir des arômes assez de céréales, des choses comme ça, assez marqués. Là, c'est un style qui fait apparaître justement ces fameux arômes de fruits, de fleurs, d'épices, qui les rapprochent assez des vins, hein, en tout cas en termes de nez. Voilà. Donc une alliance du savoir ancestral et des technologies modernes. Encore aujourd'hui, on ne comprend pas tout ce qui se passe, notamment entre ces champignons microscopiques. Alors, vous avez dit, il y a un champignon. Les Japonais font appel à une moisissure noble pour libérer ces fameux petits ciseaux, ces enzymes qui vont découper l'amidon. Mais on ne met pas un champignon dedans, donc c'est pas complètement faux. Mais de la même les champignons microscopiques agissent un peu, sont des micro-éléments qui agissent comme les levures. Il y en a beaucoup d'autres. En fait, dans la cuve de fermentation du saké, il se passe beaucoup de choses. C'est extrêmement complexe et c'est là où tous ces micro-organismes se mélangent. Donc on se focalise souvent sur ce champignon. Le terme employé est même faux parce que les gens confondent le riz transformé par le champignon et le champignon lui-même. Le koji, c'est du riz transformé en fait. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les cas, je pourrais en parler pendant des heures. Boisson plus que millénaire, et on passe en combien de temps pour classer les sakés? De toute façon, on peut y passer des heures là aussi, mais en quelques minutes ça va être suffisant. Nous, on a tendance à classer les vins, même si ça évolue, en fonction d'origine contrôlée, hein, des AOP, des AOC. C'est un système qui peut être mis en cause et pas forcément suivi, mais qui existe depuis longtemps. Je pars par le bas. On peut les classer en fonction des usages de service, en fonction du type de température, ou est-ce qu'il y a des sakés qui se serviront plutôt en verre, d'autres dans des céramiques autres. Il y a une vraie logique derrière ça, ça peut être utile. On peut les classer de manière organoleptique. Les sakés plutôt fruités, les sakés plutôt céréaliers, les sakés plutôt de goût, les sakés plutôt de nez, des choses comme ça. Bien sûr, en fonction d'autres critères, hein, la texture, la couleur, les sakés troubles, les sakés translucides, les sakés clairs. Mais aujourd'hui, ce qui est utilisé, c'est un système d'appellation officielle. Hein, l'équivalent d'AOP, d'AOC avec des règles, mais qui n'est pas basé du tout sur les origines. Il y a un système dont je ne parle pas, mais il y a une conférence lundi dessus, mais pardon, c'est pour les professionnels. Il y a l'apparition de l'utilisation des systèmes d'indication géographique au Japon, qui est en train beaucoup de transformer la donne. Et là, c'est calqué, influencé quand même par des critères occidentaux et ce qui se passe dans le vin, et ils le font sur. Il est un peu tôt pour dire si ça sera positif ou pas, ça part un peu dans tous les sens. Donc aujourd'hui, le véritable système pour reconnaître les sakés, c'est ce que vous allez beaucoup voir, notamment dans le guide du salon du saké. Alors, je précise, à la fin du guide, on passe beaucoup de temps à le faire, à le relire. Vous avez tout, quasiment tout ça. Ils en rajoutent toujours un petit peu en dernière minute, on n'a pas le temps de tout oublier, mais quand vous avez un saké que vous aimez, entourez-le, parce que les gens me rappellent après, ah, j'ai goûté un saké dans une bouteille bleue, c'était quoi? Peut-être cette année-là, il y en avait déjà, j'en connaissais au moins 10 rien qu'au salon de saké en bouteille bleue, mais parfois on m'appelle en me disant, ah, la semaine dernière, mon cousin au Japon, il a bu un truc, c'est quoi? Non, retenez quand même le nom, faites une photo de l'étiquette, mais pour nous, on vous facilite la tâche, il y a des numéros, et puis ça vous permet de voter pour vos produits préférés. C'est important aussi pour les producteurs, et puis tous les ans, il y a un prix du grand public, prix des professionnels, et puis vous pouvez voter aussi pour le design de la bouteille ou de l'étiquette. C'est aussi des critères importants, et je pense que les Français sont touchés par l'esthétique japonaise et la culture. Ce système,
est basé sur, effectivement, comme monsieur le disait, des taux de polissage de riz. Pourquoi on polit le riz à saké? Est-ce que vous le savez? Plus on se rapproche de l'âme du riz, plus c'est doux, non? Alors, oui et non. Déjà, pourquoi on polit le riz, même le riz de table? Et pour atteindre, par exemple, la catégorie la plus chère à produire, qui est la plus réputée, Junmai Daiginjo ou Daiginjo, il faut retirer au minimum 50% du grain de riz. Donc les chiffres des taux de polissage, attention, c'est l'inverse de ce qu'on peut imaginer, c'est que le chiffre qui est donné, normalement, c'est toujours ce qui reste après le polissage. Donc à 50%, il n'y a pas de doute, mais si je dis 60, est-ce que ça veut dire qu'on a retiré 60 et qu'il reste 40, ou qu'on a retiré 40 et il reste 60? Normalement, si on suit le système japonais, et c'est ce qui est marqué sur la bouteille, c'est ce qui reste. Donc si on retire un petit peu moins et qu'on retire jusqu'à 60%, vous avez la catégorie Ginjo. Il y a deux familles, je vais revenir après, la bleue et la verte. Et si on est à 70%, avant on avait Junmai Honjozo, ces deux catégories-là, mais il y a eu du lobbying et maintenant il n'y a plus de contraintes sur les Junmai. Par contre, on est obligé de préciser le taux, parce que là on n'est pas obligé de préciser le taux. La différence entre les deux familles de gauche et de droite, je vais vous l'expliquer quand je serai revenu un petit peu là-dessus. Je ne suis pas sûr que vous ayez bien compris parce que je parle vite. Est-ce que quand on va dans ce sens-là, vous comprenez ce qui se passe? Donc oui, on polit de plus en plus, on a moins de protéines, moins de lipides. En fait, on a des sakés de plus en plus raffinés, peut-être avec des goûts un petit peu moins prononcés, des nez plus aromatiques, ça dépend des régions, des producteurs et de ce qu'ils veulent faire. Mais normalement, un Daiginjo va être plus puissant en nez, plus riche, plus complexe qu'un Ginjo. Par contre, chez le même producteur, après, vous pouvez avoir des vraies différences. Ces sakés-là sont généralement plus simples, faciles d'approche et beaucoup moins chers à boire. Si on recherche de la complexité, de l'arôme, grosso modo, les amateurs de vin, ils se concentrent beaucoup là-dessus, mais après, ils redescendent dans l'autre sens. Au Japon, c'est plutôt l'inverse. On va d'abord peut-être boire ça parce que c'est pas cher, et puis on va remonter dans l'autre sens. Voilà. Il n'y a pas une bonne manière de le faire. Entre la gauche et la droite, il y a ce que j'appelle le style Junmai et le style Honjozo. Et en fait, la seule différence, c'est que dans la catégorie à droite, on a le droit d'ajouter un petit peu d'alcool. C'est de l'alcool neutre. Alors, c'est pas pour augmenter le taux d'alcool. Si on n'est pas dans ces catégories supérieures, on peut le faire. Et effectivement, c'est parce que c'est moins cher de distiller de la mélasse que de faire de l'alcool à base de riz et après le distiller. Mais là, c'est pour des raisons qualitatives. Ça va permettre d'abord de fluidifier un petit peu le saké en bouche, et ça va permettre de capturer des molécules aromatiques qui sont très volatiles et qu'on pourrait perdre si on ne mettait pas un petit peu d'alcool. Donc on peut avoir des produits un petit peu plus concentrés en arôme, tout en étant plus léger en bouche. Certains décrivent cette catégorie parce qu'ils disent ouais, c'est pas pur, et en fait ils jouent sur la traduction de Junmai. Junmai veut dire non pas saké pur, ce qui est en plus en termes de notion évoque des choses un peu, ça peut aller loin, mais non, en fait ça veut dire pur riz. Donc ça veut dire que 100% de l'alcool est produit à partir du riz. Ça va pas plus loin que ça. Donc là on a un style qui est un petit peu plus, avec un petit peu plus de mâche en bouche, souvent une acidité un petit peu plus marquée. Mais c'est une catégorie qui monte, mais la majorité des sakés encore produits au Japon sont dans la colonne de droite. Voilà. Retenez pas forcément tous les termes, retenez le terme Ginjo par rapport, qui est ce style nouveau aromatique. Oui, monsieur? Juste pour savoir, on prend combien de degrés entre le vert et le bleu en rajoutant de l'alcool Non, c'est pas un critère, il n'y a pas forcément, parce que c'est redilué avec de l'eau. Donc, encore une fois, c'est pas du tout ça. Un Honjozo ne sera pas forcément plus fort en alcool qu'un Junmai. C'est très limité. Là, comme je dis, c'est pour des critères qualitatifs. Donc, il y a beaucoup d'autres critères qui vont impacter là-dessus. Donc, pour répondre, ça ne va pas prendre des degrés d'alcool parce qu'on rajoute de l'alcool. Si le producteur veut que le saké soit plus fort en alcool, il y a beaucoup de producteurs qui préfèrent des sakés à autour de 16 degrés par exemple, c'est un bon équilibre. En France, les taxes changent à 15 degrés, en France et en Europe. Donc pendant longtemps, des sakés qui étaient à 15-16 au Japon, on les retrouvait à 14-15 en France. Maintenant, c'est un peu changé. Je pense que les gens s'habituent, ils préfèrent boire les vrais produits plutôt que des produits reformatés dans lesquels on a souvent rajouté de l'eau tout bêtement pour abaisser le taux d'alcool. Qu'est-ce que vous... Pardon, je coupe. Qu'est-ce que vous, d'un point de vue perso, goût personnel, vers quel critère est-ce que vous privilégiez? Moi j'aime tout. En fait, ce que j'aime dans le saké, c'est la variété.
très souvent, on essaie de me faire dire, les journalistes et tout, mon ou mes 2, 3, 5 sakés préférés. Pardon, je pensais que c'était parce qu'il va falloir qu'on libère la salle. On approche et j'ai un peu dépassé même la fin prévue à midi, mais on peut continuer à parler tout petit peu à côté. Mais effectivement, moi, ce que j'aime, c'est que si je veux avoir en fonction de ce que je mange aussi, mais aussi en fonction de l'humeur, de l'ambiance. Boire un saké très sophistiqué dans un certain cadre et quelque chose de beaucoup plus simple dans un autre. Boire un saké qui va m'exciter, me faire penser à des choses, au contraire un saké qui va me calmer, j'irai pas vers le même type de produit. Et je pense que avant de comprendre les catégories hautes, c'est de goûter des choses et de se faire plaisir et de se dire tiens, j'aime ça. Et quand vous venez voir quelqu'un qui s'y connaît bien en disant bah tiens, j'ai bu ça, j'aime bien ça, il va pouvoir vous conseiller d'autres choses un peu pareilles mais un peu différentes pour affiner ce autre. Et après, il pourra vous proposer d'aller à l'opposé. Voilà, donc ce qui est important, c'est de jouer. Pour moi, le but du salon du saké, comme j'ai créé, c'est de pouvoir goûter un maximum de produits. La compréhension, c'est bien, mais ça ne doit pas être un acte intellectuel. Il ne faut surtout pas devenir des buveurs d'étiquettes, surtout pas des buveurs de chiffres. Ah, moi j'aime le 60%, le 80% et autres. J'insiste pour les avoir, pour les donner, parce que c'est important. Mais avant tout, c'est une expérience qui doit être personnelle. Et il faut permettre d'avoir des critères pour comprendre et échafauder son expérience. Donc en fait, s'il y avait une véritable conclusion, merci de me permettre de la donner, de gagner un petit peu de temps, c'est que cette catégorisation, elle est très importante pour le marché. Les prix vont monter, mais ce n'est pas forcément les sakés les plus chers qui seront vos goûts et vos sakés préférés. Voilà. Je ne suis pas intervenu sur la manière, les températures de boire le saké. En bas, on pourra vous servir le saké frais comme des vins, mais aussi le saké peut être bu à des températures de 25, 30, 40. Je conseille rarement au-delà de 45, 50 degrés. Dans certains cas rares, on peut même aller jusqu'à 60 et autres, mais là, ça déstructure beaucoup de produits. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. En général, le saké chaud, en général, parce que j'ai vu des articles, des choses qui ne le disent pas, non, c'est entre 25 et 35, 40, 45 degrés. Ça sont des bonnes. Grosso modo, au-dessus ou en dessous de la température de votre corps ou de votre bouche, la même température et un petit peu au-dessus, 2-3 degrés au-dessus, 2-3 degrés en dessous, ça fait une vraie différence. Bon, cette année, les Japonais sont un spécialiste là. Il y a moins de Japonais qui sont venus du Japon, mais en 2019, pour ceux qui étaient là, il y avait tout un atelier avec des vrais spécialistes de comment chauffer le saké. Voilà. Et après, il y a d'autres mots, sparkling qui veut dire pétillant, kijoshu qui sont des sakés très particuliers dans lesquels on a remplacé de l'eau par de l'alcool, par du saké lui-même, des sakés troubles et autres. Ce sont des caractéristiques techniques qui vont influer sur le goût, mais qui peuvent s'ajouter à n'importe quelle catégorie. Voilà. On a forcément fait un parcours un peu court, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée de tiens, maintenant je vais faire attention à ça, je vais essayer de comprendre, tiens, j'ai goûté 3 ginjo, j'aimais bien, ou alors au contraire, non, c'est pas. Voilà, essayez de vous faire un petit peu des repères, et puis si vous avez des questions, il y a une autre conférence en fin de journée, dont c'est le but, vous serez passé à la pratique. Mais bon, s'il y a des questions qui vous démangent au point de ne pas pouvoir attendre, je vous propose de passer dans la salle à côté, parce qu'il faut qu'on libère la salle pour qu'ils préparent la